Ça fait longtemps qu'on avait le projet de faire un livre, mais il faut qu'il y ait une demande. L'écrire comme ça, sans éditeur, je ne pense pas que c'eût été la même collaboration que ça l'est avec les éditions du Faubourg. Oui, puis c'est surtout un livre qui est né d'un spectacle intitulé Leçons de lecture, qu'on a tourné pendant une dizaine d'années, il y a déjà une dizaine d'années. Et on en a fait un livre finalement à la demande de l'éditeur. Oui. Et alors à qui s'adresse le public? C'est tout public Public ? C'est tout public. Oui, c'est tout public. On va dire à partir du collège, à partir de la 6e, à mon avis, c'est tout à fait accessible. Vous parlez du collège, c'est une question un peu annexe, mais vous avez beaucoup travaillé en collège et vous n'avez pas monté aussi un prix de lecture? D'ailleurs, très juste, très bien documenté, monsieur Migoubert, on avait, pour notre prix de lecture, on a été les premiers en France à créer un prix de lecture. Depuis, d'ailleurs, ça a été repris par Gallimard et par François Bunel. Et pour les bienfaits de ce prix, on avait créé une conférence qui s'appelait Leçons de lecture, parce qu'à l'époque, personne savait ou personne comprenait ce qu'on faisait. Alors, c'est pourtant pas compliqué, mais il nous disait, mais c'est quoi lire à voix haute? Alors, on s'est dit, on va faire une conférence, on en a fait 1, 2, 3, il y a eu 3 volets, et c'est comme ça qu'est née la conférence, et donc, d'où le livre. Alors vous faites bien la différence, vous insistez beaucoup sur le lecteur professionnel, mais ma question que je vous pose, c'est spontanément, on a envie de dire, mais ce n'est pas les comédiens de théâtre qui sont les plus à même de lire les textes à voix haute? Dans notre expérience, non. C'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de gens qu'on a formés, et si certains d'entre eux viennent du théâtre, il leur faut réapprendre ou apprendre le déchiffrage, en fait, d'une part, et aussi le désir de ne pas être vu. Parce que le comédien, souvent, veut être vu. Or, le lecteur, lui, est au service du texte, donc il va très vite s'effacer visuellement. Donc, c'est effectivement un petit peu compliqué. J'ajouterais, pour compléter ce que dit Jean-Paul, il y a une raison fondamentale, c'est que le comédien a envie d'être un autre. Il a envie d'incarner un personnage, donc une image. Alors que le lecteur, lui, vient plutôt comme un musicien, comme un pianiste, se présenter sur scène pour faire passer le texte. Alors, Louis, le lecteur un peu comme musicien, donc en fait, c'est votre idée que le lecteur est plus proche de l'interprète de musique, c'est ça que du soliste, oui. Soliste, oui. Ah oui, largement, parce que le soliste, il rentre chargé de son énergie, il ne vient pas déguisé avec un pagne ou autre chose, il vient simplement... faire de la musique. Faire de la musique. Oui. Faire la musique. Faire découvrir une œuvre complète. Voilà. Et alors, pour être précis aussi, qu'est-ce qui vous différencie des lecteurs de radio? Ah ben c'est le public. C'est-à-dire que souvent, c'est tout simple en fait, le lecteur en public s'adresse au public. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que ils sont au départ, quand ils lisent, ils reproduisent un réflexe de l'école, ils sont le nez plongé dans leur texte. Ils s'adressent à personne alors qu'il y a des gens devant eux. Donc c'est simplement du bon sens. Là, je vous parle, je m'adresse à la caméra, je m'adresse à celui qui pose la question, je ne regarde pas par terre. C'est le même principe, s'il y a du public, on s'adresse au public. S'il n'y en a pas, voilà. C'est pas seulement le public, c'est le fait que c'est en spectacle vivant. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de post-production, il n'y a pas de montage numérique. Quand vous entendez quelqu'un lire à la radio, vous ne savez pas jusqu'à quel point ça a été monté par la suite numériquement. Oui. Donc là, on est comme au cirque, on est sans filet, sur le fil. Il y a des lecteurs connus qu'on ne citera pas, qui sont énormément montés après avoir fait une lecture à la radio. Donc le live, le public permet aussi de voir une vraie prestation, voir si le lecteur tient la route sur un temps donné. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la radio. Il y en a une qui me vient à l'esprit. Que vous inspire la lecture neutre? Alors, la lecture neutre, c'est le point qui est souvent donné qui correspond à une période de la lecture à voix haute. C'est un peu long, on ne va pas l'expliquer maintenant dans l'interview, mais en gros, depuis que Bresson, le cinéaste Bresson, a formé ses acteurs à lire
à plat le scénario pour avoir un acteur qui dit le texte à plat, toute une génération d'acteurs ont travaillé sur ce ton un peu à plat, et ensuite, quand on leur a demandé de faire des lectures, ils se sont mis à lire comme ça, puisqu'ils avaient l'habitude que la lecture, c'est lire à plat. Ensuite, on a même théorisé ça, et c'est arrivé même jusque dans les années 80 dans l'éducation nationale, où il était demandé par écrit de lire à plat pour mieux faire entendre le texte aux élèves. Bon, depuis, on en est revenu grâce aux livreurs, et notamment, et donc on sort un petit peu de là, heureusement. Mais interpréter peut être un risque aussi, puisque neutre, on n'a pas de risque, ça sera toujours bien ou nul. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort fourni, il n'y a pas de travail dans la lecture. Il n'y a pas de risque. Donc, avec l'interprétation, il y a un risque qui fait que ça peut être raté. Voilà. Faut-il aimer une œuvre pour bien l'interpréter? Moi, je dirais que non. Enfin, non, c'est-à-dire pas spécifiquement, non. Au début, un jeune apprenti devrait plutôt ne pas lire des œuvres qu'il aime, parce qu'il va être pris par sa passion, et donc il va avoir une tendance à aimer le texte, donc à un peu s'aimer lui-même pendant qu'il lit. Avec le temps, on devient un professionnel, on est comme un cuisinier qui va faire des plats qu'il fait pour les autres. D'ailleurs, une vraie déformation professionnelle, c'est qu'on finit même par lire des livres pour les autres et finalement assez rarement pour soi. Oui, ouais. Et on finit même par lire en public des auteurs qu'on n'aime pas, mais on les lit bien, donc on les fait vendre, et puis voilà. Mais on peut très bien lire et faire aimer un auteur qu'on n'aime pas du tout. Ça arrive. Ça arrive, bon, voilà. Alors vous faites partie du collectif, vous avez même fondé le collectif Les Livreurs, qui est en Sorbonne et qui anime un atelier de lecture à voix haute en Sorbonne depuis 2006 environ. J'ai constaté de façon incroyable les progrès des étudiants. Moi, je voulais vous demander, en combien de temps fait-on des progrès en lecture à voix haute? Alors, déjà, ce qui est bien dans l'atelier que propose la Sorbonne, c'est qu'on a une année pour former des étudiants. Ça, déjà, les gens en général, ils se disent, tiens, je vais faire un stage, je vais travailler 2 jours, je vais faire 10 séances, grand maximum. Là, on a une année. Dans cette année, la plupart du temps, les étudiants sont mis sur scène où ils vont faire des lectures pour se faire les crocs. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Et ensuite, ils vont très souvent lire aussi avec des professionnels. C'est que lors d'une soirée, ils vont voir des pros, ils vont passer juste après. Et en voyant des gens plus aguerris à cet exercice, ils se forment. Hein. Et dernière chose, c'est que on les envoie assez rapidement. On a la chance d'être un atelier professionnalisant qui permet aux étudiants d'avoir des contrats et de partir en tournée. Par exemple, les fameuses tournées du comité d'entreprise EDF-GDF qui, alors là, leur permet tout de suite d'être dans la réalité du métier. D'affronter un public. Voilà, et d'affronter un public qui n'est pas les copains, quoi, et puis donc avec des critiques éventuelles et des retours qui peuvent être mauvais. Et donc quand ils reviennent de ces tournées, en général, ou bon d'ailleurs. Ou bon, oui, bien sûr. Oui. Quand ils reviennent de ces tournées, en général, ils ont. Alors 1 an, c'est déjà pas mal. Et après, on a toute une vie pour progresser. Moi, je dirais qu'il faut quand même compter 3-4 ans. Voilà, 3-4 ans de lecture intense pour arriver à une maturité. Voilà, la maturité aussi. Où on voit moins la différence avec les aînés. Oui. Donc, au bout d'1 an, on voit la différence avec ceux qui sont plus aguerris. Et après, voilà. Moi, je dirais qu'on voit surtout la différence avec ceux qui pensent savoir lire et qui en fait ne savent pas. Et on voit tout de suite ça, au bout d'1 an déjà. Le décalage énorme. Oui, parce que c'est une technique. C'est une technique. Oui, c'est un instrument de musique en fait. Il se trouve qu'on ne le voit pas parce qu'il est dans notre corps. C'est comme l'instrument du comédien, mais c'est un instrument qu'il faut savoir manier, apprivoiser, travailler. Et donc ça nécessite du temps de toute façon. Oui. Et c'est à ça que sert ce livre. Oui. C'est à ça. C'est à ça que sert le son de lecture. Donne plein d'informations, des clés. Un vrai guide pratique, des clés pour commencer et peut-être pas se tromper de route dès le début. Oui. Parce que c'est ça qui est important. Et comme une maison, il vaut mieux que les fondations soient solides. Et d'ailleurs, on préfère souvent des élèves ou des étudiants
qui n'ont pas du tout d'expérience, ou même des gens qui nous disent « mais j'ai pas fait de théâtre, j'ai rien fait, etc. » Tant mieux. C'est souvent plus facile pour qu'ils partent sur un bon pied. Est-ce que ce livre s'adresse aux enseignants? Mais bien sûr. Oui. Bien sûr, ce livre s'adresse aux enseignants. Pas uniquement, mais il s'adresse aux enseignants pour que les enseignants, eux aussi, s'ils ont, à faire la lecture, 2, éventuellement à enseigner la lecture, Et des clés. et les clés, et des peut-être clés. sortir aussi de ce qu'est pour eux la lecture, c'est-à-dire souvent quelque chose d'assez scolaire, d'un ton souvent, comme on dit, chanté, avec ce qui compte, c'est de bien respecter les virgules et les points. La grammaire. Voilà, la grammaire, mais qu'ils sortent et qu'ils voient que c'est un art et que c'est peut-être pas si facile à enseigner que ça. Donc c'est un bon livre pour ça, bien sûr, pour les profs, oui. Est-ce que vous auriez un auteur ou une autrice contemporaine de prédilection qui se prête bien à la lecture à voix haute? Alors, il y a quand même pas mal d'auteurs contemporains qui travaillent leur prose, leur musicalité. Jourde, Pierre Jourde. Il y a un très grand auteur qui est très varié en plus dans les sujets, Pierre Jourde. Il y a des gens comme Éric Chevillard qui inventent, il faut pour le lire comprendre un point de vue, une tonalité bien particulière. Il y a Marie-Hélène Lafon, un style très épuré, très rigoureux, elle-même excellente lectrice. Pierre Michon. Grand auteur avec force, je veux dire, il faut du corps pour lire Pierre Michon. On a, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plein d'autres qui ne nous viennent pas à l'esprit maintenant, mais c'est pas toujours ceux qui se vendent le mieux, Oui. qui sont les plus grands stylistes, puisque le style, l'invention dans l'écriture n'est pas quelque chose qui se vend spontanément, rapidement. Donc, on va dire que les auteurs qu'on a cités, voilà, ne sont pas des grands vendeurs, mais sont des grands auteurs. Et parmi les auteurs anciens du 18e, 19e siècle, vous avez un auteur de prédilection? Alors là, on a- Chacun un. Chacun un. Bon, moi, je vais dire Maupassant. Enfin, si je dois en dire un pour la lecture à voix haute, c'est Maupassant, parce qu'il y a à la fois les formes courtes, les nouvelles, et puis il y a des romans plus longs. Et voilà. Mais j'aurais pu dire Zola aussi, mais bon, j'ai droit qu'à un, donc je dis Maupassant. Oui. Bah, même si aujourd'hui, c'est un peu plus conventionnel de dire ça, je dirais Proust, même si au moment où j'ai commencé à le lire, c'était pas encore aussi vendeur, mais bon, pour l'invention du style, la folie des inventions stylistiques, et auteur finalement avec un style très germanique, puisque la conclusion vient très souvent à la fin, je pencherais, oui, là, que s'il faut un auteur, allons pour Proust. Très très bien. Alors j'avais prévu, mais malheureusement on n'aura pas l'occasion, mais vous dites que la scène de combat est un morceau de bravoure du lecteur à voix haute, car elle concentre beaucoup de difficultés, et j'aurais voulu que vous nous en lisiez un extrait, mais interprété. Mais malheureusement, il a fallu non. prévenir. Il faut un petit peu ce que j'ai fait. Eh oui. Alors on peut expliquer par contre. Hein? On peut Il faut expliquer ce que c'est qu'une scène de combat. Oui. Scène de combat. Dans Zola, il y en a une fabuleuse qu'on cite d'ailleurs dans le livre. Scène de combat au lavoir. Voilà, où 2 femmes se battent. Alors, Entre Gervaise et Virginie. voilà, c'est à la fois physique, puisqu'il faut que le lecteur, c'est un auteur naturaliste, donc il faut qu'on sente le vrai, donc il faut être baigné dans ce combat. Donc il faut que là, le lecteur ait une technique respiratoire proche de celle qu'il faut pour interpréter Hugo. Donc quelque chose Et il faut tenir... Alors, la scène fait, je crois, 10-15 pages. Je pense même que ça pourrait faire 1 heure de lecture, toute la scène de combat. On ne peut... je ne sais pas, je pense qu'il faudrait qu'on tente le coup, mais ça doit être... Ah oui, en intégrale, oui. En intégrale, c'est du sport, mais on lit toujours un petit bout qui est, en général, c'est spectaculaire à écouter. Et qu'on ne peut pas lire neutre, justement, par exemple. Et donc la scène de combat, qu'est-ce qu'elle comporte comme difficulté? Donc Alors, elle comporte toutes les difficultés parce que, d'abord, elle va vite. Donc, il y a de la vitesse, il y a des ruptures de rythme, il y a des moments de répit. Tout doit être très bien articulé, très bien projeté. Il y a des cris, il y a des silences, il y a des remises en jeu, il y a des fulgurances. Donc, il y a énormément de variété, énormément de chatoiement.
extrêmement énergisé parce que c'est un combat, donc il y a un enjeu. Donc le métabolisme du lecteur ou de la lectrice est vraiment mis à profit dans son oxygénation même. Il faut que ça reste crédible, il faut que ça soit audible et identifiable. Donc on ne peut pas non plus se tromper. Tout ça, c'est de la lecture, c'est pas du par cœur. Donc ça va très vite, mais il ne faut pas se tromper dans le déchiffrage du texte non plus. Donc voilà. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui sont réunis là et qui sont explosifs pour que ça échoue. Il y a aussi le corps, c'est-à-dire qu'avec un texte comme ça, si votre technique n'est pas à 100% bonne, sur une longueur déjà moyenne, vous allez vous crisper, vous fatiguer et pas pouvoir vous détendre dans les moments de silence. Et donc, à un moment donné, vous allez perdre le contrôle et le public va souffrir pour vous. Ce qu'il ne faut pas, bien sûr, c'est que le public souffre en vous voyant. En fait, une scène de combat lue, c'est un peu comme un enchaînement de karaté très rapide et assez long. Le karatéka qui le fait doit être vraiment calé et en même temps décontracté. Voilà. Et c'est vrai qu'on aime bien ça, les scènes de combat. Ouais. La lecture est un combat d'ailleurs, oui, avec le texte. C'est un art martial, d'une certaine manière. Il faut rester martial, oui. Vous nous parlez un tout petit peu pour finir du livre en lui-même, qu'est-ce qu'il contient, et les exercices de la fin, par exemple? Oui, tout à fait. Comment vous l'avez conçu? On l'a conçu comme le spectacle dont il est tiré, à savoir des questions très simples, comment lire à voix haute, c'est-à-dire quelles sont les qualités techniques d'articulation, de phonation, comment on choisit les textes, comment on coupe les textes éventuellement, comment on les retranscrit si jamais il y a des problèmes de traduction, etc. Comment on organise la lecture d'un point de vue matériel, dans un cadre donné, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce qu'il y a de la lumière, un pupitre, des micros. Et puis dans un deuxième temps, on analyse les textes d'un point de vue musical en se demandant quelle est la tonalité de ce texte et comment on va créer l'illusion du texte par la voix. Donc on parle aussi du conte et de la poésie et puis de 3 grands auteurs. On parle par exemple de l'invention langagière des grands auteurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est une invention langagière? Qu'est-ce que c'est un style particulier, une invention, l'invention d'un style et comment l'interpréter. Donc ça c'est important parce que si on ne cerne pas ça... Avec Diderot, Proust et Baudelaire. Alors on a aussi des petits exercices en annexe qui sont des exercices d'articulation, de respiration, de phonation, de placement de la voix. Ça en fait un petit guide sous le signe quand même de la musique. Leçon de lecture n'est pas un jeu de mots. C'est aussi un jeu de mots, mais à la base, ce n'est pas un jeu de mots. Nous estimons que ce qui est prépondérant dans la lecture, c'est ce qu'elle donne à entendre, son son. Oui, j'ai plus de questions, mais c'est vrai que ce que vous avez dit là m'appelle une réflexion, parce qu'elle est inattendue dans ce livre. C'est le fait que finalement le lecteur est son propre éditeur. C'est-à-dire qu'il va devoir... non seulement, il va devoir toucher au texte pour l'interpréter. Et donc là, il y a un rôle d'édition important et ça mériterait une... Mais tu as raison. D'édition sonore ou d'édition du texte lui-même? L'édition, on va les deux aussi, oui, absolument. Il y a un rôle d'adaptation aussi, oui, absolument. Il y a aussi un rôle de dramaturge. Oui. Tu dis édition, mais adaptation. Oui, d'édition, oui, au sens adaptation écrite, oui. Oui, tout à fait. Donc de sélection de passages. On ne peut pas trahir un livre de 400 pages en choisissant un extrait qui n'est pas adapté ou qui n'est pas représentatif. Voilà. Donc il y a tout un travail intellectuel en amont sur les livres. Et se demander quel extrait je choisis, puisque le rythme de lecture étant de 10 000 mots par heure, vous comprenez bien qu'en 1 heure, on lit quoi l'équivalent de 9 000 mots. 10 pages, quoi. 8 000, voilà. 8 000, On lit mots, 10 pages en 1 heure à voix haute. Donc, Madame Bovary, vous calculez. Non, peut-être plus que 10 pages, mais enfin bon. Ouais, peut-être 15, voilà, ça dépend. Ouais. Mais c'est vrai qu'un mauvais choix de passage, ça me fait penser à une lecture que j'avais vue d'un auteur que nous aimons bien. Vous le citez d'ailleurs, c'est Denis Grozanovic. Et la personne qui organisait cette lecture j'avais lu le livre auparavant, donc je le connaissais bien, avait vraiment choisi les passages qui n'ont aucun intérêt. Pas compris pourquoi, est-ce qu'elle lui voulait du mal ou je ne sais pas. En tous les cas, du coup, le livre en ressortait faussé et particulièrement ennuyeux d'ailleurs, alors que ce n'était pas du tout le contenu. Donc ça peut nuire à un livre, un mauvais passage. On est bien d'accord que vous êtes pour la défense de la... Enfin, ce que vous dites là, c'est que vous êtes
les grands défenseurs de la littérature contemporaine aussi, et que vous êtes vous aidez la création et la chaîne du livre, on va dire, aujourd'hui. On Oui, aimerait vous pouvez aussi... parler 2 secondes du festival qu'on a monté ensemble. Alors, à propos des auteurs contemporains, tout à fait. Livre en tête. Non, oui, on va y parler, mais à propos des auteurs contemporains, on aimerait bien aussi qu'on nous aide à aider. Parce qu'il faut des aides aussi pour aider les contemporains. Mais on adore parce qu'il y a des gens à faire découvrir qui, justement, comme je disais, ne se vendent pas, qui seraient super intéressants à faire découvrir. À faire découvrir. Et on aimerait bien être ceux qui les font découvrir. Et c'est aussi un petit peu l'objet du festival Livre en tête. Exactement. On finira là-dessus. Festival Livre en tête que nous avons créé justement grâce finalement à l'atelier qui a été créé ici à Sorbonne Université. Et c'est, on va dire, dès la première année qu'on a eu, que d'ailleurs le directeur du service culturel a eu cette excellente idée de créer un festival, premier festival à Paris. Il n'y en avait pas, festival de lecture à voix haute, maintenant il y en a plein, et où on invitait, ça fait maintenant 13 ans, qu'on invite plein d'auteurs contemporains et qu'on fait découvrir justement à travers des événements plutôt festifs et rigolos. Qu'on fait découvrir leur style, leur son. Voilà. Leur son. À l'oral, on entend le style. On entend vraiment. Donc, ça, c'est ça qui peut-être aide. Et les gens souvent, nous, par exemple, on ne donne pas le nom des auteurs quand on les lit. On les lit, les gens écoutent un truc, ils se disent « Ah, c'est bien », et après on leur donne un nom qu'ils ne connaissent pas. Si on avait fait l'inverse, évidemment, le risque est énorme qu'ils se braquent, qu'ils sortent de la salle et qu'ils reviennent plus tard pour Camus, Sartre, Camus, Flaubert et Baudelaire, enfin j'en sais rien. Donc oui, il faut réfléchir comment faire découvrir les auteurs contemporains et le festival en est une occasion. Paul Corbinati, Bernard Angel, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.